Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler du Sahara occidental. Washington réitère son soutien au Maroc. À la veille d'une visite à Alger, Wendy Sherman, vice-secrétaire d'État américain, a réaffirmé mardi le soutien des États-Unis au plan d'autonomie sérieux et crédible proposé par Rabat pour régler le conflit qui oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenu par l'Algérie. Alors, Mamadou, pourquoi proposer la veille d'une visite aussi importante pour réitérer ce soutien à Rabat? En fait, quand on regarde, les États-Unis sont au Maroc, mais les États-Unis, il ne faut pas qu'on l'oublie, sont engagés présentement dans une guerre pratiquement contre la Russie. Ici, il s'agit de la guerre de l'information, il s'agit de la guerre de la communication. Tout le monde voit comment des deux côtés, chacun essaie d'avoir tout le monde de son côté. Mais ce déplacement rentre dans une stratégie américaine très connue qui consiste, quand les Américains sont en face d'un adversaire, de vouloir faire ce qu'on appelle l'endiguement. C'est-à-dire faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas trouver d'autres appuis. Et vous avez vu le prétexte qu'on prend. On revient sur ce que Donald Trump avait fait avec le Maroc en réitérant le soutien des États-Unis qui reconnaissent que le Sahara occidental fait partie du Maroc. Alors que c'est ça la base du problème au niveau de cette partie discutée entre le Maroc et le groupe Polisario, soutenu surtout par l'Algérie. Mais en même temps, vous voyez la dame se féliciter du fait que le Maroc n'ait pas participé au vote au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Parce que le Maroc aussi est en train de ménager ses relations avec les États-Unis, ses relations avec l'Union européenne, ses relations avec la Russie, puisque cette question du Polisario est également traitée par les Nations unies, et le Maroc aurait bien voulu que la Russie également soutienne la position marocaine au niveau des Nations unies. Vous voyez que cette guerre nous montre aujourd'hui la réalité de cette question géopolitique, la réalité d'une certaine hypocrisie également dans les relations internationales, où quand le gars vient te dire oui, je te soutiens pour ceci, c'est parce que le gars attend en réalité autre chose, et la visite américaine rentre tout simplement dans ce cadre. Ils savent, eux de l'OTAN, que la Russie, ce n'est pas un petit pays. Avec les autres petits pays, on ne fait pas de visite. On s'arrête, on prend des sanctions. Les États-Unis seuls décident de l'embargo, sans les Nations unies. Et ils disent aux autres États, celui qui ne respecte pas l'embargo, je demande aux industriels américains, je demande aux usines américaines, je demande à tel projet américain de ne plus avoir de relations avec les pays qui ne respectent pas l'embargo. Mais ça, c'est quand il s'agit des petits pays. Aujourd'hui, c'est la Russie. C'est Poutine, donc il est extrêmement difficile de faire face. Ils sont en train de pouvoir endiguer et de trouver également d'autres soutiens, y compris en échange par rapport à autre chose. L'hypocrisie, là, on peut voir ça un peu plus clair. On l'a vu sous Donald Trump aussi. Washington a reconnu la marocanité, si on peut le dire, du Sahara occidental. En contrepartie, on a la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et puis l'Israël. Oui, c'était du donnant-donnant, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis ont de tout temps été un soutien d'Israël, y compris quand ils commettent leurs crimes. Ce qui est quand même curieux, parce qu'on les voit actuellement dénoncer les crimes au niveau de la Russie. Avec Trump, le soutien était plus qu'affirmé. Et Trump avait voulu casser cette sorte de blocus arabe par rapport à Israël. Et il l'a réussi. Et c'est dans ce cadre-là que Trump a proposé au Maroc ce marché. Vous reconnaissez Israël comme un État, vous allez dans le sens de renouer les relations diplomatiques avec Israël, et les États-Unis reconnaissent, comme vous l'avez dit, la marocanité du Sahara occidental. Et c'est exactement ce qui a été fait. C'était du donnant-donnant, c'était du gagnant-gagnant, même si le Maroc a perdu au niveau de la communauté musulmane de façon générale. L'hypocrisie, on la voit également ailleurs. Pourquoi les Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group, puisque c'est les trois qui ont produit les derniers rapports montrant que ce que les Palestiniens vivent aujourd'hui, c'est de l'apartheid au niveau de l'espace dans lequel ils se trouvent.
Mais on a vu quelle réaction? Non seulement on n'a pas vu de réaction, mais si l'Assemblée générale des Nations unies décide de condamner, c'est les Américains qui mettent leur veto. Mais les Américains veulent donner quelle leçon aux Russes? Mais tout le monde se rappelle que le président américain à l'époque, quand l'URSS a voulu installer les Pershing 2 au niveau de Cuba, mais ils étaient prêts à une guerre atomique pour des questions stratégiques. Ouais. Ne pas avoir la Russie avec des militaires à 2 pas. Ben, si c'était valable. C'est ce que la Russie aussi dit aujourd'hui. Si c'était valable il y a 50 ans, ben, malheureusement, ça va être valable aujourd'hui. Et on a vu tout ce que Cuba a subi à cause de cela. Aujourd'hui, on est en train de le refuser à d'autres. Maintenant, ça pose un problème. Le Maroc va se dire peut-être, mais il faut faire comme la Russie. Il faut rassembler les forces et puis aller occuper l'espace et puis s'asseoir tout tranquillement. Et malheureusement, ce n'est pas le seul conflit qui est là. Rappelons-nous que Saddam avait fait la même chose avec le Koweït en disant que le Koweït est une province de l'Irak. On a sorti des résolutions des Nations Unies, on est allé attaquer l'Irak. Ben, la loi internationale, finalement, là, c'est laquelle? Quelle est la règle dans cette affaire-là? Et bien sûr, des deux côtés, parce qu'il ne faut pas regarder le côté de l'OTAN seulement. Poutine également tient un langage qui ne tient pas debout, à mon avis. Il y a des enjeux énormes qui se cachent derrière cette guerre-là. Et vous voyez les enjeux à travers tout le déploiement diplomatique, communicationnel, informationnel de chaque côté, puisque chacun est en train de vouloir berner les gens pour que les gens soient de leur côté par rapport à cette guerre. Je crois qu'il faut laisser les va-t-en-guerre faire leur guerre. Et nous, on n'a qu'à leur dire que quel que soit le bord dans lequel ils se trouvent, le monde a besoin de tout aujourd'hui, sauf de cette guerre. Et surtout, sauf de ce que cette guerre-là peut engendrer, parce que si ça déborde du cadre de l'Ukraine, Dieu seul sait à quoi nous allons assister. Alors, sur le cas du Sahara occidental, cela risque d'irriter aussi l'Algérie. Et on imagine ce qui va se passer entre Wendy Sherman et les autorités algériennes lors de cette visite. Mais il ne se passera absolument rien, c'est la diplomatie américaine. Certainement, il y a quelque chose que Alger veut. Mais quand ils iront en Algérie, ils donneront à l'Algérie ce que l'Algérie veut. C'est pourquoi j'ai parlé d'hypocrisie. En prenant position pour le Maroc, il était clair que sur la question du Sahara, les Américains prenaient une position qui était complètement à l'opposé de la position algérienne. Mais arrivé en Algérie, n'oubliez pas que l'Algérie est dans des problèmes. L'Algérie n'est pas encore un exemple de démocratie. Ils trouveront également, comme ils savent très bien le faire, en fonction des pays, respecter tel principe ou ne pas respecter tel autre principe pour préserver la collaboration entre les États-Unis et l'Algérie. Maintenant, cela n'agira pas sur la relation entre l'Algérie et le Maroc, puisqu'on n'a pas vu les États-Unis se poster en médiateur pour créer la réconciliation entre les deux. Ils vont gérer leur relation avec le Maroc, puisque ça c'est le Maroc, on est dans du bilatéral. Ils vont aller gérer leur relation avec l'Algérie, puisque ça c'est l'Algérie, on est également dans du bilatéral. Eh bien, ils vont gérer également dans le multilatéral comme ils le font, et ça fait cette diplomatie, ce droit international entre guillemets, avec 2 poids, 2 mesures, tout simplement. Alors, le Front Polisario réclame pour sa part un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies prévu lors de la signature en 1991, mais cela n'est jamais fait. Pourquoi? Oui, en fait, en 1991, après la guerre, puisqu'il y a eu des affrontements, il fallait trouver d'abord un cessez-le-feu, puisque quand il y a guerre, c'est ce qu'on fait, il faut arrêter d'abord les armes. Mais s'il y a eu des armes, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut pouvoir résoudre le problème pour que les armes ne parlent pas à nouveau. Les Nations Unies avaient proposé un référendum pour ce qu'on appelle une autodétermination. Puisque les Sahraouis disent « nous sommes un État », les Marocains disent « ils font partie du Maroc », mais pour le moment, qui parle? Il faut permettre aux personnes vivant dans la zone discutée de se prononcer pour que ces personnes disent dans quoi elles se retrouvent, puisqu'on porte leur voix. Et le référendum leur permettait de pouvoir avoir à donner eux-mêmes leur avis, comme on l'a vu dans beaucoup de pays, pour que les populations disent si elles se sentent marocaines ou bien si elles se sentent sahraouis. Et le Maroc n'a jamais voulu de cette solution. D'ailleurs, même depuis lors, le Maroc a fait des déplacements de population, le roi même est allé se déplacer sur place, etc. Le Maroc ne parle pas de ça.
le Maroc parle de donner une autonomie à cette partie du Maroc. Il n'y a pas d'autodétermination. Pour eux, c'est déjà le Maroc. Mais on peut, d'un point de vue politique, donner une certaine autonomie à cette zone-là. Mais malheureusement, à part l'Algérie qui s'agite beaucoup sur cette question du côté du Polisario, sur le plan international, tant qu'il n'y a pas des affrontements, on oublie le problème comme s'il n'est pas un problème important. Au niveau africain, c'est pratiquement la même chose. Il y a de la médiation de façon pas très forte. Souvent, c'est lors des séances de l'Union africaine que les problèmes se posent, à travers la présence de la République arabe sahraoui démocratique, à travers également leur participation ou pas à telle ou telle autre chose. Donc c'est un conflit qui, sur le plan international, ne semble pas être un grand souci pour le monde aujourd'hui. Alors, les relations tendues entre le Maroc et l'Algérie concernant le fonds Polisario sont où actuellement et comment ces relations seront après la visite de Wendy Sherman? Les relations sont restées tendues. N'oubliez pas qu'il y a des accusations de part et d'autre qui dépassent la question de la République sahraoui. Puisque l'Algérie a accusé le Maroc d'être le financier d'abord, mais d'abriter également des gens qui veulent déstabiliser l'Algérie. On les a même accusés d'abriter des gens qui ont fait des attentats, d'abriter des gens qui veulent venir faire des attentats en Algérie. Rappelez-vous les derniers incidents où on a frôlé une crise en bonne et due forme. La frontière est également fermée entre les deux pays et ce n'est pas lié à cette visite. Cette fermeture était déjà là. C'est vrai que le Maroc a tendance plus à dire cherchons une solution, ouvrons la frontière, mais l'Algérie ne parle pas trop. L'Algérie agit avec souvent des positions fermes pour montrer qu'on n'est pas d'accord et le maintien de la fermeture de la frontière en fait partie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise, elle est là. C'est parce qu'on n'en parle pas qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, mais il y a une véritable crise actuellement entre le Maroc et l'Algérie. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière on reçoit Maître Eric et Emmanuel Sousa.